1978. La guerre froide semble éternelle. Après les espoirs de paix des années 60, la rivalité indépassable de l'Occident et de l'Union soviétique semble à présent vouée à transformer peu à peu chaque arpent de la planète en nouvelle zone d'affrontement. Depuis 1974, qui a vu coup sur coup l'effondrement du régime colonial portugais et celui de l'Empire éthiopien, c'est l'Afrique, le nouveau champ de bataille. L'Union soviétique, appuyée sur son allié cubain et sa flotte flambant neuve, semble en mesure de dicter un nouveau partage du continent noir en sa faveur. Très vite, Russes et Cubains s'imposent en effet en Angola, au Mozambique, en Éthiopie, à Madagascar. Ils avancent encore prudemment quelques pions en Afrique occidentale et par Libyens interposés au Tchad. Au printemps 1978, ils font mouvement vers le ventre mou du dispositif occidental, le Zaïre du maréchal président Mobutu Sese Seko. En quelques heures, la France de Valéry Giscard d'Estaing mettra au point une riposte foudroyante. Le 2e régiment étranger de parachutistes saute sur la cité minière zaïroise de Kolwezi, libère des otages français et belges et, sans avoir rencontré de résistance sérieuse, parvient à repousser les forces angolaises et leurs alliés locaux, les gendarmes katangais, de l'autre côté de la frontière, d'où ils étaient venus. Pour la première fois, l'expansion soviétique en Afrique marque un coup d'arrêt. C'est une victoire incontestable pour la France, qui devient le protecteur attitré du Zaïre et qui sauve ainsi, in extremis, le régime du maréchal Mobutu. Pourtant, 20 ans plus tard, le bilan apparaît nettement plus contrasté. Essayons de le tirer avec le recul du temps et aussi l'ouverture des archives soviétiques. Pourquoi tout d'abord les soviétiques ont-ils voulu étendre la guerre froide en Afrique? En premier lieu parce que l'Union soviétique a subi peu auparavant une défaite stratégique dont elle s'est mal remise. Anwar el-Sadat a expulsé d'Égypte ses conseillers et fermé ses bases. Or, la perte de l'Égypte, qui est la clé du monde arabe, est une humiliation terrible pour les dirigeants de l'Union soviétique. C'est pourquoi ils cherchent dès lors leur revanche sur tous les terrains possibles. Et justement, en Afrique noire, de nouvelles opportunités se présentent avec la chute simultanée en 1974 des empires portugais et éthiopiens. L'Afrique s'offre dès lors comme un vide relatif de puissance, une vaste zone ouverte aux coups d'audace où les soviétiques ne cessent d'accentuer leur pression. Enfin, deux forces étroitement alliées influencent la direction soviétique en faveur d'une politique sans cesse plus active en Afrique. D'une part, Fidel Castro, qui, après s'être vu progressivement fermer toute influence en Amérique latine, trouve en Afrique un nouveau terrain d'expansion de la révolution cubaine. Il y précipite une Union soviétique d'abord réticente, notamment en Angola, dès 1975. D'autre part, au sein même de l'establishment soviétique, les chefs de la marine et des troupes d'intervention, l'amiral Gorchkov et le maréchal Sokolov, qui y voient eux un prétexte parfait pour augmenter sans cesse leur part du budget militaire. Mais pourquoi avoir voulu frapper le Zaïre? Ce choix du Zaïre est lui-même tout à fait logique, une fois que la stratégie d'expansion eut été arrêtée. Il s'y joue en effet tout à la fois le sort de la guerre civile en Angola, le contrôle d'importantes richesses minières, et ce qui ne gâche rien, un symbolisme révolutionnaire considérable, celui de Lumumba et de la première révolution congolaise. Le Zaïre est tout d'abord directement engagé dans la guerre civile d'Angola, qui oppose depuis 1975 deux camps. D'une part, le régime communiste du MPLA, installé grâce aux ponts aériens soviétiques et à l'engagement de 20 000 soldats cubains à ses côtés, et d'autre part, le FNLA de Roberto Holden, le propre beau-frère de Mobutu, qui a failli 3 ans plus tôt prendre le contrôle du nord du pays, appuyé par la Chine et la CIA, et surtout, plus au sud, l'UNITA de Jonas Savimbi, dont les combattants sont eux soutenus par l'Afrique du Sud et la France. Dans ce conflit épuisant, le Zaïre constitue toujours la base arrière de toutes les offensives visant à détruire le régime au pouvoir à Luanda. Pour détruire cette base arrière, le gouvernement angolais va s'appuyer étonnamment sur les gendarmes katangais du Zaïre, réfugiés en Angola, pourtant anciens supplétifs des compagnies minières sud-africaines et de l'extrême droite portugaise. Ces derniers veulent aussi éviter le massacre que leur promettait Mobutu. En 1974, coup de théâtre, la révolution des œillets au Portugal amène au pouvoir des militaires communistes ou communisants. L'un d'entre eux, l'amiral Rosa Coutinho, nommé gouverneur de l'Angola,
retourne alors les gendarmes katangais avec l'argent de Moscou et les rallie ainsi à ses amis du MPLA. Après avoir combattu avec les Cubains, les gendarmes sont prêts désormais à aller libérer leur province natale si Moscou continue à payer. L'appât des richesses minières colossales du Zaïre n'est pas non plus négligeable. Le maréchal Mobutu, qui s'est emparé du pouvoir en 1965, après l'avoir largement inspiré depuis 1960, a mis en effet le pays à l'encan au profit de sa famille et de ses proches. Fort de l'appui de l'Occident, il agit avec un sentiment total d'impunité, alors que les provinces minières les plus riches, Kasaï et Katanga essentiellement, aspirent à récupérer leurs avoirs. Si Mobutu perd le contrôle de ces deux régions clés, son pouvoir, privé de ses ressources les plus importantes, tombera à l'évidence comme un fruit mûr. Enfin, pour les Soviétiques comme pour les Cubains, le Zaïre, ou plutôt le Congo ex-belge, demeure un mythe révolutionnaire. En 1960, Patrice Lumumba, chef du premier gouvernement du Congo indépendant, symbolisait la révolte socialiste de l'Afrique décolonisée. Assassiné par des amis de Mobutu, alors chef de l'armée, avec l'active complicité des Américains et des Belges, le président défunt est vite devenu une icône du mouvement communiste. À Moscou, l'université ouverte aux étudiants du tiers-monde porte encore aujourd'hui le nom du dirigeant martyr. On le voit à tout concours à Moscou pour donner le feu vert à la conquête révolutionnaire du Zaïre. Cela dit, pour faire la guerre, il faut être deux. Or, c'est en quelques heures que Paris se décide à mettre en alerte le 2e régiment étranger de parachutistes de Calvi et de le faire sauter en urgence sur le Katanga, en ayant la nuit précédente rebricolé des parachutes américains à Kinshasa. C'est l'une des opérations militaires les mieux conçues et les plus spectaculaires de toute la guerre froide. Pourquoi à Paris le président Giscard d'Estaing a-t-il été convaincu d'assumer un risque aussi important dans un pays, le Zaïre, qui n'avait jamais été une possession française? La France n'a cessé depuis 1960 de considérer l'ancien Congo belge tout à la fois avec fascination et inquiétude. Ce n'est certes pas une ancienne possession française, mais la France ne peut se permettre que le plus grand pays francophone d'Afrique tombe indirectement aux mains de l'Union soviétique. Le risque de la contagion serait alors trop fort pour plusieurs pays tout proches. C'est la raison pour laquelle, dès 1960, le général de Gaulle s'était engagé d'emblée contre le communisme de Lumumba. Il n'appréciait guère pour autant Mobutu, qu'il tenait pour un agent américain sans envergure, mais peu à peu, Jacques Foccart, son conseiller aux affaires africaines, le convaincra, ainsi que son successeur Georges Pompidou, d'appuyer, faute de mieux, le régime existant le plus stable. Giscard d'Estaing, comme plus tard Mitterrand et Chirac, hérite de cette politique qui vaut à la France d'exercer une influence croissante en Afrique centrale. Mais surtout, le président français s'inquiète fort de cette montée en puissance, apparemment inexorable, des Soviétiques en Afrique. La France se heurte déjà à eux au Tchad, à Djibouti, au Bénin, au Congo-Brazzaville, à Madagascar. Ne pas résister à ce nouveau coup de force serait peut-être le signal de la décomposition dans toute l'Afrique francophone. Or, les autres pays occidentaux ne sont guère en mesure d'intervenir. La Belgique n'a cessé de se détacher sur le plan politique de son ancienne possession depuis 1960. Quant à l'Amérique de Jimmy Carter, elle se débat encore dans les convulsions de l'après-Watergate et de l'après-Vietnam. Toujours accusée de tiédeur dans la confrontation avec Moscou, la France pourra enfin, en choisissant une riposte vigoureuse, gagner un prestige considérable dans toute l'Europe. La France doit donc agir seule, vite et fort. Giscard joue et gagne en assumant de grands risques opérationnels et politiques. À bien des égards, sa victoire à Kolwezi apparaît comme le moment le plus haut de sa présidence. Pourtant, les conséquences pour la France seront plus complexes. Quelles sont-elles ? Dans l'immédiat, tout va bien. Les gendarmes katangais se replient d'où ils sont venus. Dès l'année suivante, Mobutu négocie avec les dirigeants de l'Angola un pacte de non-agression. Les gendarmes sont dissous à Luanda, tandis qu'à Kinshasa, le Zaïre cesse tout soutien militaire à Roberto Holden, dont le FNLA est mis en sommeil. Plus personne ne se risquera plus, jusqu'en 1996, à attenter aux frontières du Zaïre, où la France renforce considérablement sa position. Pourtant, ce mirage zaïrois a sans doute nui à la cohérence de la politique africaine de la France. Il a solidarisé les présidents successifs, Giscard d'Estaing, Mitterrand et Chirac, avec un régime corrompu jusqu'à l'absurde,
amenant la négligence d'États beaucoup plus fondamentaux en Afrique. Ainsi engagée, la France est même allée jusqu'à défendre la sécurité du Zaïre de plus en plus loin, au Rwanda notamment, sans y avoir les moyens d'influencer véritablement le cours des choses. À terme, ce seront les catastrophes des années 90 qui ébranleront par contre-coup toute l'Afrique francophone qu'on prétendait ainsi préserver. Dès lors, aujourd'hui, la faillite de Mobutu apparaît, injustement il est vrai, comme la faillite de toute la politique africaine de la France. L'injustice est en effet double. D'une part, la France n'a jamais soutenu durablement, dans sa zone d'influence traditionnelle, un régime aussi loin de toute norme. D'autre part, depuis le début des années 80, Français et Américains n'ont cessé d'imposer à Mobutu des coexistences successives avec les chefs de l'opposition, dans le but sans cesse démenti de démocratiser le pays. Kabila ne donne pas l'impression d'avoir amélioré, si peu que ce soit, l'état de la démocratie dans son malheureux pays. Il n'empêche, les fruits de Kolwezi ont, en ces temps de restauration des idées de Patrice Lumumba à Kinshasa, une saveur bien amère pour la France. Sauver Mobutu était-ce bien à terme sauver le rôle de la France en Afrique ?